Rebonjour tout le monde, et nous voici pour une session très spéciale par Olivier Gouillard, qui va nous parler Joomla de 4. Saint-Léger, oui, des collectivités sous Joomla 4 et de son expérience et sans doute de l'intérêt d'utiliser Joomla 4 pour Absolument. notamment les sites officiels comme les collectivités locales. À toi la parole Olivier et merci. Merci beaucoup. Effectivement, cette présentation-là sera plutôt orientée maîtrise d'ouvrage. Je vais vous expliquer comment on a fait plus précisément à Saint-Léger-en-Yvelines pour développer et déployer notre site web sous Joomla 4. Mais avant, je vais vous expliquer pourquoi on fait un site web dans une collectivité locale, comment on trouve de l'argent pour le financer, parce que ce n'est pas forcément simple. Donc, c'est plutôt la connaissance client que je vais essayer de vous apporter. Alors, savez-vous déjà, on va faire un site pour une collectivité, savez-vous comment les habitants de Saint-Léger s'appellent? Vous ne savez pas, ils s'appellent les Léodégariens. Alors, quand on fait un site web pour une commune, on s'intéresse à la commune en question. Saint-Léger-en-Yvelines, c'est le département des Yvelines, le canton de Rambouillet, un maire, Jean-Pierre Guibaudot. Donc moi-même, je suis maire adjoint de la commune. Et pour me présenter rapidement, dans la vie civile, je suis aussi, j'ai une formation d'ingénieur informaticien, je fais de l'informatique, de la cybersécurité, et j'accompagne des organisations dans leur transformation numérique, avec un petit faible pour le logiciel libre. C'est une petite commune, 1422 habitants, donc c'est une toute petite commune. Vous voyez, il y a 40 habitants au kilomètre carré, un grand territoire, un territoire important. Pour vous donner une idée, à Metz, c'est 3000 habitants au kilomètre carré. À Paris, c'est 20 000. Voilà, c'est une commune qui est dans un écrin de verdure au milieu du massif rambolitain. Je viens de vous parler de Saint-Léger-en-Yvelines. Je vais vous parler du contexte municipal en général, de la stratégie numérique qu'on a utilisée à Saint-Léger, et en gros, la question, pourquoi un site web ? On peut se poser la question, une commune n'a peut-être pas forcément besoin d'un site web. Pour nous, si. Mais pourquoi? Et pour qui? Comment on a mis en place une conception web agile et participative dans le cadre de la mise en place du site web de la commune? Les outils et fonctionnalités qu'on a déployés, que ce soit en front-end pour l'administré le citoyen ou en back-end pour le secrétaire de mairie. Les chantiers en cours, et puis la conclusion, c'est pourquoi Joomla 4. Pourquoi est-ce qu'on a choisi Joomla 4 et pourquoi, à mon sens, c'est vraiment le meilleur choix pour une collectivité. Alors, je vais avancer assez vite parce que j'ai assez peu de temps. Le contexte général d'une commune, c'est bien de savoir pour qui on fait un site web quand on développe un site web. Donc, tout le monde sait à peu près ce que c'est. Ça, c'est la définition qu'on trouve sur Service public. C'est la plus petite subdivision administrative française. Et c'est également la plus ancienne et probablement la mieux identifiée par les administrés. Tout le monde sait où est sa mairie. Et tout le monde sait pourquoi on va la contacter. Donc ça interroge sur la manière dont on va proposer des services en ligne. Qu'est-ce que fait un maire? C'est important de le savoir, parce que si on lui propose un site web, et s'il paye pour avoir un site web, c'est que ça lui apporte quelque chose dans ses missions. Alors le maire, c'est l'agent exécutif de la collectivité, il représente l'État sur le territoire communal. Il est officier d'état civil, il a des pouvoirs de police, des pouvoirs exécutifs, il est chef du personnel de la commune. Il gère le patrimoine municipal, il gère la commune, il prend et publie des actes, tout le monde sait ce qu'est un arrêté municipal, je suppose. Il exécute et il gère le budget municipal, j'ai souligné, je vais vous dire pourquoi. Les actes et le budget municipal. Il gère le patrimoine, il veille à la présence de services essentiels sur son territoire et il est engagé au service et au quotidien pour ses habitants. Il répond aux demandes, parfois il est médiateur dans les problèmes de voisinage, etc. Alors, budget municipal et actes que j'ai soulignés là, il faut savoir qu'une mairie n'a pas son compte en banque. Vous le savez tous, elle a une obligation de déposer ses fonds au trésor public. Et donc, elle va donner des ordres au trésorier public pour exécuter les opérations concernant la commune, que ce soit la facturation de services publics ou que ce soit le paiement de prestataires.
C'est très important, depuis la loi NOTRe en 2019, on a une obligation de dématérialiser ces échanges d'ordonnancement avec la trésorerie publique. Et la dématérialisation se fait par l'usage d'un protocole sécurisé spécialisé qui est homologué par l'État. Et seuls quelques prestataires informatiques peuvent fournir des logiciels homologués pour gérer. Bon, c'est une conséquence directe pour la mise en place de services publics sur un site web. Ça veut dire, moi je rêverais que demain il y ait un composant Joomla qui me permette par exemple de proposer des services en ligne pour traiter les services périscolaires. Mais je vais être coincé derrière parce que j'ai ce problème de dématérialisation et d'homologation. Et en général, les fournisseurs de logiciels homologués pour proposer cette démat, ils vont eux proposer leur portail famille, parce qu'ils sont en position de force, mais il n'y a pas d'ouverture. Voilà. Pareil pour les actes, il faut savoir que quand un maire prend un acte, il y a le contrôle de légalité qui nécessite que, pour que légalement il soit complètement valable, il y a le contrôle de légalité par la préfecture. Donc tout acte qui est pris par un maire, il doit être publié, doit être rendu public à destination des personnes à qui il est destiné, hein, l'arrêté municipal, ça peut être bon, voilà. Mais il doit aussi être envoyé au préfet qui assure le contrôle de légalité, qui peut retoquer le maire sur la publication de cet acte. Parce qu'il serait... Et là, pareil, il y a une dématérialisation. Alors nous, on n'est pas concernés parce qu'on est une commune de moins de 3000 habitants, mais quand on met à disposition sur un site web des actes municipaux, il y a cette problématique de dématérialisation qu'il faut prendre en compte, qui est quand même beaucoup moins lourde que celle concernant les budgets municipaux. Finance. Vous approchez une commune pour lui proposer un site web. Là, je veux saluer mon collègue en charge des finances, le premier adjoint de la commune de Saint-Léger en Yvelines. Je vous présente ce petit graphique pour illustrer la situation financière des communes en France. Et là, sur le budget de fonctionnement, DGF, c'est quoi? C'est la dotation générale de fonctionnement qui est proposée par l'État pour aider les communes à pallier leurs charges enfin, soutenir pour qu'elles puissent payer leurs charges de fonctionnement. Les charges de fonctionnement, c'est quoi? C'est le paiement des agents municipaux, c'est le paiement de tout ce qui est récurrent, les factures d'électricité qui explosent d'ailleurs. Ça va être aussi l'hébergement du site web. Ça, on est dans le fonctionnement. Hein. Voilà. Donc, en 2008, vous voyez, on était à plus de 150 000 euros d'aide de l'État pour la collectivité en matière de contribution aux charges de fonctionnement. Et on a vu apparaître à partir de 2013 un nouveau truc qui s'appelle le Fonds de péréquation intercommunale, qui est devenu un prélèvement de l'État sur le budget de fonctionnement des communes pour aller aider les communes qu'elles considèrent être en difficulté. Et quand vous regardez la courbe, depuis 2014, baisse drastique des dotations de l'État en aide, prélèvement massif au titre de la dotation de péréquation, enfin au titre de la solidarité intercommunale. Voilà. Et aujourd'hui, on est maintenant en déséquilibre avec un prélèvement qui est nettement plus important. On est à peu près à 50 000 euros de prélèvement et de siphonnage là, à ce titre-là, sur des bases complètement opaques qui nous sont imposées. Je rappelle par ailleurs que les collectivités locales n'ont plus la taxe d'habitation puisqu'elle a été supprimée. Mais la taxe d'habitation, quand on est locataire sur une commune, on envoie ses enfants à l'école, on aime bien avoir des routes entretenues, on aime bien pouvoir utiliser les bâtiments municipaux. Donc ça, c'est pareil, c'est supprimer des budgets communaux. Et de l'autre côté, l'État demande aux communes de construire des logements sociaux avec des gens qui habiteront là, qui vont utiliser les services, mais qui ne paieront plus de taxe d'habitation. Voilà. Très rapidement, investir pour une commune aujourd'hui, il faut vraiment, le maire est très attentif, il cherche partout, hein. Il est très attentif à savoir si l'investissement qu'il va faire va être réellement utile pour l'exercice de son mandat. La stratégie numérique de Saint-Léger en Yvelines.
rapidement, je passe vite parce que j'ai vu qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Donc je pense que comme beaucoup de communes, on a des citoyens, des habitants à informer. On a beaucoup d'habitants qui travaillent, dans notre cas, on est une commune rurale en dehors du village et hors du territoire communal aux heures d'ouverture de la mairie. Donc ça veut dire que le service sur Internet, c'est intéressant pour eux, particulièrement en mobilité. On a un tissu associatif vivant, des commerces, un territoire à valoriser. Alors, on a une particularité rurale qui n'est pas forcément commune à toutes les communes, justement, c'est le fait qu'on a un excellent débit Internet depuis très très longtemps. Pourquoi? Parce qu'il se trouve qu'on est sur un lieu stratégique au milieu de la forêt avec des communes autour qui justifiaient l'installation d'un local technique télécom sur la commune. Ce qui fait qu'en centre-village, tout le monde était autour du local technique et on a depuis très longtemps un excellent débit de surcuivre. Ça veut dire que pour les habitants, l'usage de l'Internet est culturellement bien enraciné depuis très longtemps. Le premier site web de la commune a été mis en place en 2007. On a été labellisé en 2016 Ville Internet. On est une des premières communes de France à avoir mis en place et à proposer des services France Connectés. Vous savez, France Connect, c'est ce service qui permet de s'authentifier de manière unique sur l'ensemble des services publics français. Donc on l'a fait dès le départ, ça. On a développé un plugin maison pour pouvoir France Connecter le site de la commune sur ce service-là et proposer des services France Connectés. Voilà, en essence, pour nous, faire simple, faire sobre, faire bien. Alors pourquoi un site web? C'est quand même une question qu'il faut se poser. Pourquoi pas une simple page sur un réseau social dont je tairai le nom? Non, ça c'est mal. Pourquoi? C'est pas parce qu'on est une collectivité et qu'on propose un service public qu'on va inviter nos administrés à aller faire siphonner leurs données personnelles sur un réseau social d'un prestataire américain. Voilà. Publicité non contrôlée. Publication de publicité. Si les gens viennent sur la page, voilà, vous avez compris, ils vont se retrouver avec des publicités sur lesquelles on n'aura strictement pas notre mot à dire. Pas normal. On est quand même censé représenter la puissance publique. Bon. Donc je passe là-dessus, je pense que vous allez être rapidement convaincus. Pourquoi pas un outil de mailing, faire simplement du push avec des campagnes de SMS quand on a une info à envoyer, ou un outil de newsletter, faire du mailing. Alors ça c'est très très bien, mais ça ne répond pas à tous les besoins, et en particulier, je vais faire court, les nécessités d'archivage. Il y a deux problèmes. D'une part, l'information est reçue par l'administré en fonction de son installation et de son usage d'un outil que lui utilise, mais que nous, on ne maîtrise pas. On va lui demander d'aller télécharger une appli, on ne sait pas comment il lit ses mails, voilà. Donc, ça, c'est déjà un premier problème. Le deuxième problème, c'est que la personne qui s'inscrit au newsletter n'aura les nouvelles qu'à partir du moment où il y est inscrit. Si on veut qu'il ait des archives, par exemple des conseils municipaux préalables ou de documentation plus lourde, c'est intéressant d'avoir un site web communal. Et c'est pour ça que ma volonté, c'était d'en avoir un. Ça permet de structurer la communication, d'avoir un référentiel municipal de publication. Ça permet de trouver des informations, des archives et des services accessibles librement 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Ça permet d'avoir un canal institutionnel fiable et maîtrisé, des opportunités aussi, et ça je vais en parler, pour mettre en place des outils métiers dédiés à la communication municipale, stimuler les interactions avec les habitants, notamment via des e-guichets. Mais ce n'est pas suffisant. Pour avoir un site web municipal, il faut être capable de le financer. Et il se trouve qu'on a détecté une opportunité de financement l'année dernière dans le cadre d'un projet national, c'est assez rare parce que souvent ce sont les conseils généraux qui financent ou les départements. Là, c'était une enveloppe nationale déconcentrée auprès de la préfecture dans le cadre de France Relance. On a fait quelques stats aussi et on s'est rendu compte, je vais passer rapidement là-dessus, que le site web existant était tout de même relativement visité et qu'il y avait une justification donc de service public pour la mise en œuvre de ce site. De manière assez amusante, on s'est rendu compte que le menu de la cantine, c'était une des pages les plus visitées du site, comme quoi les parents d'élèves aiment bien savoir ce que leurs enfants mangent à l'école.
Une fois que cette intuition-là a été faite, une fois qu'on avait une possibilité de financement, alors on passe au processus démocratique et on discute avec le conseil municipal, CM. Et on élabore avec le conseil municipal des objectifs plus structurés. Pourquoi? Parce que quand on demande une subvention à un tiers, dans le cadre du dossier de demande de subvention, est-ce que vous avez la résolution du conseil municipal qui vous autorise à demander cette subvention? Ça, c'est la stimulation de la démocratie. Donc, on a discuté en conseil municipal et les objectifs que s'est fixé l'Assemblée, c'est moderniser pour le public l'apparence du site de la commune, améliorer la navigation en mobilité et publier des contenus à jour. On s'est rendu compte que nos contenus n'étaient pas toujours très fiables. Ça, j'en parlerai aussi tout à l'heure. Développer des services en ligne, faciliter les interactions entre les habitants et la mairie, cette fois-ci quand on considère les habitants du village. Précédemment, c'était plus le public au sens général. Pour le secrétariat, fournir au secrétariat des outils métiers pour soulager les flux de traitement interne et améliorer l'accès aux services. Et en termes de politique municipale générale, donc là c'est les prérogatives du maire, notre objectif c'était de faciliter la diffusion de supports numérisés et de mettre à jour le logiciel dont on disposait précédemment, qui était un petit peu, qui n'était plus à jour. En fait. Voilà. On a monté le dossier de demande de financement sur cette base votée par le conseil municipal. On a obtenu la subvention. Alors, avant de dire rouler, on est parti sur le projet. Juste un point, ça je tenais quand même à inclure ce slide-là. La dématérialisation des services publics facilite l'accès aux démarches administratives pour une majorité d'usagers, mais peut aussi augmenter la fracture numérique et éloigner le citoyen de ses services publics. Il faut toujours avoir ça en tête. Le site web, c'est un facilitateur. Proposer des services en ligne, c'est très bien parce que ça améliore l'accès aux services publics, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la fourniture de services publics. Et d'ailleurs, avec la concentration qui s'éloigne de plus en plus du citoyen, justement en raison du déploiement de ces outils-là, personnellement, j'ai une certaine inquiétude. Mais voilà. Mais nous, en tout cas, dans le cadre de notre projet municipal, on a bien ça à l'esprit. La population est vieillissante aussi. Hein. Vous avez des personnes âgées. Si vous leur demandez de cliquer sur 50 000 trucs pour avoir un compte sur France Connect et pouvoir déclarer leur machin, avoir accès à leurs droits et tout ça, c'est très compliqué. Le rôle du maire, il est aussi charnel avec ses habitants. Il est en proximité, en contact direct. Donc, pour nous, c'est un soutien, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Donc, je disais tout à l'heure, faire simple, faire sobre, faire bien, mais aussi faire utile, faire raisonner, faire agile, participatif. Il faut que les habitants s'approprient l'outil et que ce soit eux qui soient un peu les leviers d'action sur ce qu'on met à disposition sur le site. La première chose que j'ai faite précisément en raison de ça, c'est mettre en place un comité web léodégarien pour faire du participatif et pour impliquer des habitants dans le développement du nouveau site web. Alors, il y a pas mal de cheveux blancs, hein. Mais on a aussi un jeune, on a des compétences variées, des gens qui sont engagés dans les associations locales. Un site web pour les associations, c'est très intéressant. Ils utilisent le site web municipal pour diffuser les événements associatifs. Des gens qui ont des compétences particulières. On a une personne là qui fait de l'encadrement de projets web dans ce groupe. Un jeune qui nous a dit, bah moi j'ai ce problème-là à Saint-Léger, le site web pourrait aider. On a fait un diagnostic du site web existant ensemble. Et puis voilà ce qu'il en est sorti. Bon, bah, le site web actuel, il a un joli visuel villageois. On trouve beaucoup de choses. Il est agréable, mais la technologie est un peu ancienne. La navigation est fouillie. Les contenus ne sont pas toujours à jour. La navigation sur smartphone est très dégradée. Enfin, voilà. Tous les points que eux constataient. Premier diagnostic pour aboutir sur des objectifs un peu plus opérationnels que ceux qu'on avait discutés avec le conseil municipal, sachant naturellement que moi, j'informais régulièrement aussi le conseil municipal des évolutions de ce qui se passait dans le comité d'habitants.
Donc le projet web, les objectifs qu'on s'est fixés, c'est utiliser des technologies à jour et sécurisées, développer des services municipaux en ligne. Enfin, je vous laisse voir, hein. Il n'y a rien de très, comment dirais-je, novateur là-dedans, mais c'est une appropriation collective de ce qu'on souhaite. Une fois qu'on a fixé nos objectifs, on s'est aussi posé la question, alors remue-ménage, je ne sais pas s'il y a des Canadiens dans la salle, mais je préfère à brainstorming. Donc, remue-ménage, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce que la page web idéale pour un visiteur sur le site de la commune. Eh bien, l'information, elle est correcte, cohérente, à jour, sans faute d'orthographe, elle est garantie par la mairie, pertinente, accessible rapidement. Elle est lisible sur tout terminal. Elle est jolie, elle a un visuel adapté. On peut changer l'aspect des pages en fonction du type de document qu'on trouve. S'il est institutionnel, on va avoir un... Voilà, etc. Elle est non intrusive. Moi, je ne veux pas que quand je vienne sur le site municipal, on exploite mes données personnelles. Et puis, on savait dès le départ qu'on voulait mettre en place une newsletter municipale. Même chose. Quelle est la newsletter idéale pour le visiteur? Vous allez retrouver exactement la même chose avec un point supplémentaire qui est le processus d'abonnement. Il faut qu'il soit facile et qu'on puisse y accéder de manière autonome quand on le souhaite. Pour se désabonner, se réabonner, changer son adresse mail, etc. Une fois qu'on a réfléchi à nos objectifs, qu'on savait quels étaient nos, comment dirais-je, nos contenus et nos pages idéales, roulées, on passe au plan d'action. Et là, c'est la to-do list habitant. Donc, on s'est fixé une to-do list, je vous ai montré les principaux topics. Hein. Il faut qu'on valide une maquette, il faut qu'on revoie l'arborescence de classement des accès, il faut qu'on relise les accès, les articles sensibles. Donc, chacun, en fonction de ses compétences, bon, qui fait quoi, on s'est débrouillé de manière villageoise. Hein. On n'avait pas un système de tickets très compliqué, mais au moins, chacun savait ce qu'il avait à faire. Et une fois que cette to-do list habitant était prête, elle était en ligne et elle était éditable par les membres du comité web qui pouvaient ajouter, on appelait ça la lettre au Père Noël, hein, qui pouvaient ajouter leurs constatations, leurs objectifs, etc. Et cette to-do list habitant était déclinée en to-do list développeur. Donc, moi je déclinais les demandes des habitants dans ce format-là, que je partage avec le développeur, et au fur et à mesure que les habitants déclinent des choses dans leur lettre au Père Noël, je les transforme en un texte lisible pour instruire le développeur sur ce qu'il a à faire. Cette lettre au Père Noël, il n'y a que moi qui peux l'éditer, par contre les habitants peuvent la voir. Donc ils peuvent constater l'avancement du projet. Alors, on a développé une maquette. Je vais vous dire très franchement, le design qu'on a utilisé là, il n'est pas parfait, il n'est pas optimisé, c'est pas le plus beau du monde, c'est pas le dernier, voilà, mais c'est celui qui plaisait aux habitants. Pourquoi? Parce que il est issu du précédent site web que eux trouvaient très joli. Donc ils voulaient pas changer de template. On a essayé de proposer des trucs un peu plus bon. Il y a, et ça c'est la démocratie, hein, parfois c'est pas le développeur qui décide. Donc, eux, ils souhaitaient un truc villageois, un truc sympa qui représente l'identité du village. Ils trouvaient que l'ancien template était agréable, sympa, représentait bien la vie du village. Donc, ils m'ont imposé, puis aux développeurs, dit c'est comme ça, c'est pas autrement. Et on a fait ce template-là. Bon, il est responsive. On voit rapidement les actualités, l'agenda. En un clic, on a un certain nombre d'événements. Sur la partie responsive terminale, on a mis une petite barre en bas pour avoir accès un peu à la mode appli, à des raccourcis rapides. Voilà. Bon. On a travaillé aussi sur le processus d'abonnement en nouvelles. Et puis, les Léo Desgarniens nous ont dit, bah voilà, c'est super d'avoir des nouvelles, parce que ça nous permet, directement accessible sur le site, ça nous permet de gérer directement nos abonnements, de mettre à jour notre adresse mail si on la change, et puis d'avoir une interface responsive pour recevoir les nouvelles. Ça, c'est pour les habitants. Mais le secrétariat est très vite, qui était impliqué aussi dans le projet, nous a dit « Ah oui, mais moi, côté secrétariat, c'est vachement bien aussi la newsletter. » Pourquoi? Parce que
ça me permet d'avoir un référentiel de données fiable directement mis à jour par l'abonné. Avant, il y a quelques années, les gens appelaient la mairie, Virginie, Claire, vous pourriez pas me rajouter sur la liste des nouvelles pour que je les reçoive. Ah, mais Claire, j'ai changé de... Bon, ça c'est plus possible, maintenant c'est automatisé. On a aussi derrière, et je vais en parler dans 5 minutes, l'interface métier d'édition et de publication mailing à destination des abonnés. Au moment de l'abonnement, on demande aux gens qui s'abonnent s'ils sont ou non habitants de Saint-Léger. Pour des raisons de RGPD, on ne leur impose pas de nous le dire. Ils ont une possibilité de dire « je ne veux pas répondre ». Mais s'ils répondent, nous, ça va nous permettre derrière de faire des ciblages de communication précisément aux habitants, des informations qui n'ont pas forcément d'intérêt pour des gens de l'extérieur. Donc il y a possibilité de faire du ciblage. Et puis, on a un peu by design avec ces outils-là, des outils de protection des données personnelles avec notamment l'archivage des consentements qui sont disponibles sur le back-end. On peut prouver que la personne a bien donné son accord à telle date avec le processus de vérification via le mail, etc. Alors, tout ça, j'ai essayé de commencer à vous mettre l'accent sur les problématiques du secrétariat. Et là, je voudrais vraiment rendre hommage au secrétaire de mairie et vous dire aussi, à vous professionnels du web, que le service à la secrétaire de mairie, c'est aussi fondamental dans le cadre de la mise à jour ou de la refonte ou de la mise à disposition d'un site web pour une commune. Elle est extrêmement sollicitée pour tout. Elle reçoit des dizaines, voire des centaines de coups de fil par jour. Si on veut un site web maintenu, il faut qu'elle ait des outils derrière, confortables, fiables. Voilà. Alors, le remue-ménage qu'on a fait avec les habitants, que j'ai fait avec les habitants, je l'ai fait aussi avec la secrétaire de mairie. À vous de voir, Virginie. C'est quoi pour vous la page web idéale? Eh bien, pour moi, la page web idéale, c'est une page qui est simple, facile et rapide à publier. Elle est simple, facile et rapide à mettre à jour. Il n'y a pas de complications. Le contenu est préédité. Les processus de diffusion sont fiables et sécurisés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne sais pas combien de me reprocher d'avoir communiqué telle chose. Il faut qu'il y ait des processus de validation pour les articles sensibles. Bon, monsieur le maire, c'est quoi pour vous la page web idéale? Monsieur le maire adjoint en charge du numérique, c'est à vous de me le dire. Je vais vous le dire, monsieur le maire. C'est simple, c'est une page web qui est conforme à la politique éditoriale de la mairie. Il faut être simple, des fois. Même question pour la news idéale. On va retrouver exactement la même chose avec simplement pour la secrétaire de mairie, ce qui était important, c'était la gestion des consentements et puis la possibilité éventuellement de cibler les communications municipales. Eh bien, on s'est fait notre to-do list back-office. Notre to-do list back-office, c'est quoi? Concevoir une interface métier back-end, inventorier les modules qui seraient utiles pour elle pour publier rapidement de l'information, rédiger une politique éditoriale, maîtriser et sécuriser les... J'essaie de regarder l'heure en même temps. 12h15, ça va. Maîtriser et sécuriser les flux de publication. Ça, c'est l'interface administrateur de Joomla par défaut. Je présente ça à la secrétaire de mairie. Elle va me dire, monsieur Guillard, vous êtes bien gentil, mais j'ai autre chose à faire. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un back-end adapté au métier de secrétariat, avec une interface très épurée, et puis des modules métiers pour les activités qu'elles ont à faire tous les jours. Donc, on a identifié, par exemple, que très régulièrement, elles devaient publier des nouvelles municipales, des nouvelles actualités. Bon, là, on a un bouton, on clique dessus, on édite la nouvelle actualité, on la diffuse. Je vais venir ensuite sur le processus de diffusion. Pareil pour un nouvel événement municipal, un nouveau courrier du maire. D'accord? Voilà. La gestion des annuaires des associations, l'annuaire du conseil municipal qui va produire un affichage sur le front-end. Ça, c'était vraiment embarqué dans le projet. On a aussi mis
un menu métier avec des raccourcis pour les tâches récurrentes. Et là, je veux rendre hommage à Joomla 4, parce que pour faire ça, avec Joomla 4, en natif, on peut le faire. Vous avez les ACL, vous avez les champs personnalisés, vous avez la possibilité de créer en quelques clics des modules personnalisés sur le back-end. C'est génial. C'est génial. En natif. Donc l'interface secrétariat de mairie, c'est la mise en place d'interfaces dédiées sur mesure. La réalisation est simple sur Joomla 4, comme je viens de vous le dire. Et puis, l'objectif, c'était d'identifier quels étaient les modules utiles pour le secrétariat. Nouvelle actualité, nouvel événement, etc. Alors ensuite, il y a une autre problématique à prendre en compte, qui est la diffusion multicanale de contenu. Quand on publie, quand on est une secrétaire de mairie et qu'on rédige un contenu municipal, une actualité par exemple, il va y avoir la production d'un article visible sur le front-end et il va y avoir la diffusion de la newsletter correspondante si cet article-là doit être diffusé par la newsletter. Je ne vais pas dire à la secrétaire de mairie, bon, écoutez Claire, écoutez Virginie, là, celui-là, il va falloir, pour le site web, vous travaillez là, et pour la newsletter, puis si demain on fait une campagne de SMS, une troisième interface, donc on a cette problématique. Qu'est-ce qu'on a fait? On a réfléchi sur les flux d'édition et de publication des contenus, d'accord? Et vous avez sur la droite, ce contenu. Alors déjà, en amont, tout en haut, là, les modalités de validation d'un contenu municipal. Il y a des contenus qui doivent être validés par un élu. Donc il faut qu'il y ait des outils qui permettent à la secrétaire de dire Monsieur le maire, est-ce que vous validez ça? Il se trouve que Monsieur le maire, il ne sait pas utiliser une souris. Donc c'est parfois aussi un peu, il faut faire aussi avec les réalités locales. Mais il y a un processus de validation du contenu en haut. Et puis ensuite, selon qu'il doit être publié sur les différents canaux, il faut qu'il y ait un moyen sur l'éditeur de contenu de dire ça, je veux que ça soit envoyé sur le site web. Et ça, c'était précisément notre problème dans le site web initial. Elle prenait l'interface de diffusion de contenu pour que les gens aient les nouvelles, mais elles n'allaient jamais mettre à jour le site web parce qu'elles n'avaient pas le temps, quoi. Donc là, il fallait qu'on conçoive quelque chose qui permette de faire les deux en même temps au moment de l'édition. Donc, voyez, notre réflexion sur les flux, une interface métier qui permet d'éditer et de diffuser directement le contenu sur les différents canaux. Voilà à quoi ressemble l'interface qu'on a mis en place pour la gestion des actualités. Bon, ça ressemble beaucoup à l'éditeur de contenu classique, hein. Mais si vous regardez sur le côté droit, là, on a demandé au secrétaire, en plus de l'article habituel, de manière obligatoire, d'indiquer un petit résumé de l'information. Pourquoi? Parce que sur la page web ici, vous voyez apparaître les actualités et il faut qu'il y ait un petit message qui précise de quoi on parle. Donc en fait, il est collecté ici, sur extrait résumé. D'accord? Donc et puis en dessous, est-ce que ce contenu doit être envoyé ou non par newsletter? On le fait directement au moment où on édite le contenu. D'accord? Et en dessous, on collecte les différentes listes possibles. Oui, ça doit être publié par newsletter. À qui? Là, en l'occurrence, aux habitants. On clique sur publier et ça part directement et sur le site et par newsletter. C'est ça. Oui, c'est assez emailing. E-guichet, on utilise nous Convertform. Je le mentionne parce que ça faisait partie des projets importants. C'est vraiment un outil précieux que pour l'instant on a un petit peu du mal à déployer. On l'a utilisé quelques fois pour des opérations précises. La possibilité de mettre rapidement en ligne des formulaires de consultation, soit parce qu'il se passe quelque chose, en l'occurrence c'était les grèves. Hein. Donc qui laisse son enfant à l'école pour qu'on puisse organiser nous derrière les services. Hein, donc il fallait qu'on ait très rapidement, en l'espace d'une journée, une idée des effectifs pour qu'on puisse organiser nos services en cohérence, sachant qu'on est en flux tendu. Hein, encore une fois, moi je ne peux pas prendre 3 agents d'un coup. Je vous ai dit, hein, les budgets sont tendus.
Donc ça, ce sont des outils très utiles pour pouvoir consulter la population de manière générale, hein, sur du participatif, mais aussi sur l'organisation des services. Très intéressant. Alors, je voudrais conclure, j'espère être à peu près dans les temps. Ouais, je suis pas mal, 27. J'avais prévu 2h30. C'est pas mal. Donc, Joomla pour nous, Joomla 4 est l'outil idéal. C'est un logiciel libre, gratuit, entre guillemets, parce que rien n'est gratuit, hein. Faut maintenir, faut héberger, etc. Voilà. Site web, c'est aussi un engagement financier, il faut que les collectivités en aient conscience. Mais le code est libre, il est auditable, il est porté par une communauté internationale indépendante et dynamique. Il est porté aussi, soutenu par une communauté francophone active et dynamique. Vous en êtes la preuve, et d'ailleurs je vous remercie d'inviter un utilisateur front-end à s'exprimer à cette communauté, auprès de cette communauté. Il propose une gestion puissante et native des ACL qui permet le profilage. Notamment, je vous ai montré comment on utilisait ça pour présenter des interfaces intéressantes à la secrétaire de mairie. Il permet la conception facile d'interfaces dédiées au métier. Il est flexible, très évolutif. Il s'adapte aux besoins, accompagne les changements. Il a une gestion de contenu très conviviale et extrêmement personnalisable. Vous avez vu qu'on a pu créer facilement une interface pour le métier de secrétariat, pour la communication municipale, qui facilite la vie quand même de manière importante du secrétariat. Il y a un gestionnaire de workflow qui permet de cadrer la création et la diffusion de contenu en implémentant éventuellement des étapes de validation du contenu. Nous, aujourd'hui, pour être tout à fait franc avec vous, on ne l'utilise pas vraiment. Mais ça, c'est un des points que j'aimerais vraiment regarder de plus près et éventuellement déployer pour des contenus sensibles. Il y a des outils natifs d'aide à la conformité, et le point fort de Joomla, c'est en matière de RGPD et de référentiel général d'accessibilité. Il y a moyen de faire, il y a vraiment des outils qui permettent de vérifier que les contenus qu'on propulse sont accessibles en natif. Il y a eu vraiment un très gros travail de fait avec Joomla 4 sur ce sujet-là. Là encore, je dois reconnaître qu'on n'exploite pas, nous, aujourd'hui, toutes les fonctionnalités. Mais on sait qu'elles existent, et ça nous permet de nous dire, le jour où on va vouloir se mettre en marche, le jour où il y aura aussi une vraie demande, peut-être externe, sur ce sujet-là, eh ben, on a les outils pour faire en natif. C'est là. Il n'y a pas de dizaines d'extensions à installer pour avoir l'essentiel. Les fonctionnalités sont natifs. Toutefois, il y a aussi un très large choix d'extensions, et la présentation de Marc juste avant était là pour le montrer, qui nous permettent d'installer des fonctionnalités très précises pour répondre à des besoins précis. C'est un CMS qui permet, avec le suivi des mises à jour et les notifications embarquées en natif, d'être assez bien situé d'un point de vue de la sécurité. Ça s'inscrit dans notre politique générale de sécurité et de suivi d'amélioration continue sur la sécurité des systèmes d'information. Mais comme il y a peu d'extensions, on diminue la surface d'attaque. Il y a quand même un suivi très précis au niveau des bugs de sécurité par l'équipe Joomla, et on est notifié des mises à jour directement dans l'interface de gestion. Donc c'est quand même très intéressant. Voilà. Vous avez sans doute des dizaines d'autres arguments. Moi, je suis à l'écoute. Vous avez mon mail en bas, là. Envoyez-moi les arguments possibles, supplémentaires. Je vous dis rapidement les principaux que j'ai identifiés là, mais c'est vraiment un bel outil pour les collectivités, et voilà, c'est intéressant de les conduire vers ça. Il y aurait peut-être quelque chose à faire pour créer un portail dédié aux collectivités. Je ne sais pas. Voilà, des idées. Eh ben, je vous remercie pour votre attention.